Bienvenue sur Média TV. Nous recevons aujourd'hui une grande dame qui nous vient du Mali, donc d'Afrique et du monde. Je reçois aujourd'hui, dans ce cadre de la 17e édition des Med Days à Tanger, je reçois Roqiyatou Ampateba. Ce nom vous dit, en tout cas moi ça me dit, je pense que ça parle à tout le monde. Roqiyatou, marhaba. Merci de me recevoir sur Média TV à l'occasion de la 17e édition des Med Days. On vous reçoit parce que d'abord vous portez un lourd héritage, vous le savez. Est-ce que moi, si je vous dis que la bibliothèque finalement n'est pas brûlée, vous me dites quoi? Je dirais que la bibliothèque n'a pas brûlé. En témoigne cette invitation à participer à la 17e édition et ma présence sur vos ondes. Je pense que ça témoigne de la volonté manifeste de revaloriser ce patrimoine qu'on nous laisse en héritage, en guise de reconnaissance au travail abattu par Amadou Ampateba. Vous êtes directrice exécutive de la fondation que vous a laissé votre père, votre papa, que Dieu ait son âme, Amadou Ampateba. Lui disait que quand un vieillard mourait, c'est une bibliothèque qui brûlait. Et vous vous dites, certes oui, mais on maintient la flamme, c'est ça? Tout à fait. Il n'a pas vu la fondation créée de son vivant, même s'il avait souhaité voir un espace où on poursuivrait l'œuvre d'intérêt général inachevé qu'il nous laisse, parce qu'il avait voulu faire sa fondation au Mali en 1977, pour laquelle il n'a pas reçu l'agrément, et les dernières années de sa vie, il les a passées en Côte d'Ivoire. Il a dit, lorsqu'on est dans un pays, il faut se mettre à l'ombre du chef. Et comme il y avait la fondation Félix Houphouët-Boigny, il ne voulait pas faire une fondation de son vivant. Ça serait doublon. Et donc, il avait simplement fait le centre Amadou Ampateba pour la recherche-action sur les traditions orales africaines. Et donc, faut dire qu'il a consacré toute sa vie. Les plus vieux manuscrits qu'on a datent de 1926. Donc déjà, à 26 ans, il avait commencé à faire la collecte. Et il a constitué un fonds important de son vivant. Et les œuvres publiées sont issues de ce fonds-là. Donc après sa mort, le 15 mai 1991, à Abidjan, République de Côte d'Ivoire, la famille s'est organisée et 11 ans après sa disparition, nous avons bénéficié de l'appui de l'État de Côte d'Ivoire, des personnalités de renom et tous les ayants droit pour mettre en place cette fondation. Donc c'est une mission posthume, quoi. C'est une mission posthume. C'est une mission posthume eu égard à l'intérêt, l'actualité et la pertinence des thèses développées. On s'est dit qu'il ne faudrait pas que la bibliothèque brûle, même si, comme vous le disiez si bien, une bibliothèque a brûlé parce qu'il n'avait pas fini de tout nous dire, mais de son vivant, il a constitué un fonds important, comme il le disait, pour aider les Africains à mieux se connaître et permettre aux autres de mieux connaître l'Afrique. Et donc, nous ne pouvons pas laisser mourir ce patrimoine-là. Vous ne l'avez pas laissé mourir, ça c'est certain. Lui, comme vous et vos frères, vous tenez aujourd'hui le flambeau, donc la relève en tout cas est assurée, donc le relais est pris au bon moment. Et du vivant de votre père, je pense que c'est la même philosophie aujourd'hui qui vous guide. Il disait que finalement, l'oralité, l'oral, la parole parlée, la parole orale africaine, était une sorte aussi de diplomatie parallèle qu'on pouvait mener entre les peuples, entre les pays, entre les nations. Le Mali étant au carrefour du Sahel et du Sahara, donc c'est une continuité du Maghreb, donc le Maroc. Votre position par rapport à ça et dans ce que vous faites au quotidien, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut en tirer? Mais Ampateba, on peut dire qu'il était visionnaire. Il avait déjà préfiguré les problèmes auxquels l'Afrique serait confronté. Et il avait même une certaine nostalgie parce qu'il a dit que l'Afrique est très riche. Elle est riche de ses minerais, elle est riche de sa culture. Mais parce que souvent nous ne sommes pas unis et organisés, les plus forts, les plus riches deviennent les plus faibles. Il dit on est comme ceux qui sont assis sur une caisse d'or et qui tendent la main pour demander et c'est le cas. 5 francs parce que les grandes décisions concernant l'Afrique sont prises en dehors de l'Afrique. Ouais. Et donc cette indépendance politique s'est traduite par une dépendance économique. Et donc il fustigeait cela, mais il emmenait en même temps des réponses.
parce qu'il était par excellence l'homme du dialogue des cultures, l'homme du dialogue des générations, l'homme du dialogue... des civilisations même. Voilà, exactement, des cultures. Et il disait que la bagarre, comme le prophète de Dieu a dit, c'est de la malédiction endormie. Et il dit malheur à quiconque la réveille, cette bête féroce-là. Donc il était pour le fait de trouver des solutions et non pas accuser, de rendre seulement le colonialisme responsable de tous les maux, mais chacun à notre niveau. Il dit autrefois on nous frustrait, on ne donnait pas la parole, mais aujourd'hui qu'on a les armes, que faisons-nous pour valoriser nos savoirs? Que faisons-nous? C'est quoi? On ne parle plus? On ne se parle plus? Et c'est pour ça que ce forum de Médèse est une des réponses essentielles, parce que le tout commence par la parole. La parole dont il s'agit n'est pas une parole de bavardage, une vaine parole, mais des paroles pour rassembler, des paroles pour unir. Parce qu'il a dit, la parole est une chose très importante parce qu'elle a un caractère qui l'apparente au feu. De sa petite quantité peut naître des conflits dévastateurs. Et de la même manière, c'est avec la douce parole qu'on peut se comprendre. Il dit, sans un dialogue de bonne volonté, comment aspirer à une mutuelle compréhension qui évite tous les conflits? Le problème que nous vivons actuellement dans le continent, à travers le continent de manière générale, c'est dû à ça, manque de parole, la bonne parole? Oui, on ne s'écoute pas assez. Et les défis personnels et les défis de continent ne coïncident pas souvent. Parce qu'il dit aimer son pays, c'est aimer Dieu. Aimer son continent, c'est aimer Dieu. Mais aujourd'hui, quand on est dans un parti politique, c'est son parti politique qui est le meilleur. Et on est contre les autres. On est contre les autres. Si tu n'es pas avec moi, tu es contre moi. Et donc, la même chose pour les différentes communautés. Tu n'es pas de mon ethnie, tu es l'autre ethnie, donc le tribalisme et autres. Alors qu'on doit se poser au-delà de tout cela et voir ce qui nous rassemble, parce qu'on a une communauté de destin ensemble, et pour lui c'était ça l'essentiel. Comme il disait, la beauté du tapis tient de la diversité de ses couleurs. Il dit, s'il n'y avait que le noir, ce serait un paille de deuil. S'il n'y avait que le blanc, un drap blanc. La beauté de nos langues, de nos cultures font la richesse du monde. Donc la mission, entre autres aussi, c'est de continuer ce combat-là? Tout à fait. C'est de poursuivre tout ça? Oui, au niveau de la Fondation, on se donne comme mission de sauvegarder le fonds documentaire, parce que ça correspond à peu près à 65 années de recherche. Donc ce qui est publié, la trentaine d'œuvres, n'est rien par rapport à ce qui reste. Et nous avons bénéficié de l'appui de l'État de Côte d'Ivoire, comme nous l'avons dit, de l'UNESCO, avec Madame Audrey Azoulay, et qui a demandé aux Archives nationales de Corée qui nous ont assistés aussi. Et là, nous sommes à 175 000 pages numérisées, qui correspondent même pas à un tiers de ce qu'il y a. Il y a 300 conférences, il y a des documents historiques. C'est un pan de l'histoire de l'Afrique et de l'humanité que nous avons à la Fondation. Donc nous nous attelons à travers des activités pédagogiques avec des établissements. Donc on fait des ateliers d'initiation à l'oralité avec des tout-petits. Et on a la fierté de dire quand même que depuis 23 ans que nous nous attelons à cela, la plupart des établissements d'enseignement, même français, ont mis l'œuvre au programme. Et chaque année, c'est des milliers d'enfants que nous recevons à la Fondation. Et au sortir de là, lorsqu'ils nous disent qu'on a découvert que la véritable richesse, c'est la connaissance, on se dit que le combat est gagné, presque. Ça continue, en tout cas. Vous m'avez dit hors antenne tout à l'heure que, à l'image de l'arbre dont parlait votre père, on ne savait pas si vous étiez au sommet de l'arbre, donc à la cime, ou vous étiez en bas de l'arbre, carrément au tout début. Quand vous avez repris cette mission aujourd'hui, où en est l'arbre, où en êtes-vous? Empathé disait qu'un fils de canard, même élevé en brousse, il suffit de le jeter à l'eau pour qu'il sache nager. Mais je disais que lui, il est un grand baobab, un baobab du XXe siècle, dont la pensée continue à nous éclairer. Et nous,
c'est à travers le regard des autres posé sur l'homme aussi qu'on découvre sa dimension historique. Mais au soir de sa vie, c'est lui-même qui a souhaité que je puisse continuer. Il a dit qu'il fondait beaucoup d'espoir sur moi. Donc déjà pour vous dire que il était féministe avant l'heure, la masculinité positive, parce qu'il n'était pas pour une tradition figée, il était vraiment très progressiste. Et pourtant, il est peul féodal. Exactement. Tout couleur. Il avait la tête dans la tradition, mais les pieds dans la modernité. Il voulait que nous, les filles, nous allions à l'école. Il était contre les mutilations génitales féminines qu'il ne nous a pas fait subir. Les mariages forcés aussi, on pouvait aborder toutes sortes de questions avec lui. Voilà. Il dit tant que, pour revenir à l'arbre dont vous parliez, c'est aussi nos traditions. Comme il dit, ce sont nos ancêtres et c'est ce qui nous lie le passé à notre présent. Et donc c'est ce grand arbre-là, nous on doit se considérer comme les branches et les feuilles et appelés à donner les fruits qui sont l'avenir et nos enfants. Et donc nous déraciner, nous couper de ces valeurs civilisationnelles-là, ce serait tomber dans l'esclavage culturel qui est la plus détestable de toutes les colonisations. Donc aussi par rapport à la diplomatie culturelle, de savoir que en Afrique on a eu des grands empires, on a eu l'empire du Mali, on a eu l'empire Peul du Massina, on a eu le royaume d'El Hadj-Omar. Et il y avait des mécanismes endogènes aussi de résolution de conflits. Ouais, tout à fait. Voilà, et cette diplomatie-là, elle est même dans les modalités de transmission des savoirs. Parce que vous savez qu'à travers les contes, qui étaient un moyen de transmission des savoirs, on disait que le conte est un miroir où chacun peut découvrir sa propre image. Donc, quand il y avait des dérives dans la société, on mettait en scène des animaux, dont le lion, l'éléphant. Il disait qu'on a chacun en nous le lion avec toute sa force, l'hyène avec tous ses défauts, l'éléphant avec toute son intelligence, le chien avec toute sa fidélité. Mais donc, quand il y avait des dérives dans la société, que le roi faisait des abus, on mettait un conte en place. Et donc, quand le roi lui-même, il venait, qu'il écoutait, il savait tirer. Donc, instruire en amusant était un moyen de ne pas heurter, mais surtout de transmettre les connaissances et avec un impact qui était souvent profond. Et même à travers les théâtres aussi, comme le Kotéba, qui veut dire grand escargot, c'était aussi des satires de la société. Et la société recelait en elle aussi des mécanismes endogènes de prévention et de résolution des conflits. Par exemple, à travers la Sanankuya. Et donc, nul ne pouvait réduire son Sanankou en esclavage. On avait le droit de tout dire. Et même quand il n'acceptait pas une situation, et quand on vient, le Sanankou parle, il est obligé. Donc, tous ces mécanismes-là, nous devons les revisiter, les mettre au goût du jour et non aller chercher à chaque fois des modèles hors de chez nous pour essayer de régler nos problèmes. Le message est bien reçu, je crois. En tout cas, vous nous invitez à parler, à se parler, à parler longuement, à parler finement, à parler par intelligence aussi, sans heurter. Vous avez dit que c'était les contes, au travers des contes qu'il fallait passer peut-être, au travers des connaissances empiriques souvent, des connaissances traditionnelles, mais il faut se parler. Sans se parler, certainement, il n'y aura pas de paix. Pour la paix, il faut se parler. Pour faire la paix, il faut se comprendre. En tout cas, on a été très, très heureux. Moi, je suis ému en bouclant cet entretien parce que je sais que vous venez de Bamako et ce qu'on nous dit, vous venez d'Abidjan, pardon, et ce qu'on nous dit du Mali, si c'était que ça, au travers les médias, ça se verrait sur vous. En tout cas, vous êtes rayonnante, vous êtes très belle, vous êtes brillante, vous êtes intelligente. Et tout à l'heure, vous avez un forum que vous animez aussi, je crois, si vous êtes sur un panel. Donc, on vous suivra avec beaucoup, beaucoup d'attention. Merci beaucoup. Merci à vous de nous suivre aussi sur Média TV.